Aujourd'hui, on parle d'un film qui pose 3 questions essentielles et fondamentales. La première, c'est est-ce que c'est un aussi gros nanar que ça a l'air d'en être? La deuxième, c'est coudon, je l'ai-tu déjà vu? Puis la troisième, c'est quelle est la nature de l'âme humaine? Eh bien, notre film, le film en question, c'est Free Jack de 1992, réalisé par un excellent réalisateur, j'en reparle de tantôt. Et toutes ces questions et bien d'autres encore, on va se les poser aujourd'hui. Puis il y en a même quelques-unes pour lesquelles on va trouver une sorte de réponse. La plus simple, c'est est-ce que c'est un nanar? Je vous en parle aussitôt que je vous ai parlé de la description, mais pour vous vendre un punch, la réponse est oui! C'est même un gros nanar, mais un vrai nanar dans la mesure où est-ce que, je vous le dirai après la description, encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est le film? C'est ça, Free Jack de 1992. C'est une réalisation officiellement, en tout cas, de Jeff Murphy. Je disais que c'est un grand réalisateur parce que c'est lui, entre autres, qui a fait The Quiet Earth, dont on a déjà parlé sur la chaîne. De loin, un des meilleurs films de science-fiction, certainement des années 80. Il a fait pas mal d'autres films, entre autres, si j'ai bien vu tantôt, Young Guns 2, un film qui est un peu moins passé à l'histoire, mais dont on prétend qu'il est fort sympathique, qui mettait en scène Emilio Estevez, qu'on voit dans ce film-ci, avec entre autres aussi Anthony Hopkins, René Rousseau, Jonathan Banks de Better Call Saul et Mick Jagger. Une des grosses questions par rapport à la nanardise du film concerne Maître Jagger. On en reparle tantôt encore une fois. Dernier truc sur le film, avant de vous conter l'histoire vite fait, c'est que c'est basé sur un roman de Robert Sheckley. C'est le gars qui a écrit le roman duquel on a tiré le prix du danger, dont on a aussi déjà parlé sur la chaîne. Méga film culte en France. Autre film dont on a souvent prétendu que c'était un nanar. C'est pas mon avis. Je pense que c'est carrément un bon film. Le prix du danger, voir ma vidéo si vous êtes curieux, mais en tout cas, Free Jack, un peu moins. C'est un peu moins bon. Qu'est-ce que ça raconte? On est quelque part dans les années 80 et on a un pilote de course. Il est jeune, il est beau, il est courageux, il est rebelle et il est sur le bord d'avoir un accident de voiture mortel. Du coup, il a son accident de voiture mortel, mais il est magiquement technologiquement téléporté au futur lointain, vers le futur lointain de 2009. Imaginez 2009, le 23 novembre 2009 pour être précis. Et là, eh bien, toute la société s'est effondrée, ou presque. C'est un peu comme dans Elysium, si vous avez vu. Il y a les très riches et il y a les très pauvres et il n'y a rien entre les deux. Il y a de la pollution, c'est épouvantable. Et on a une technologie qui permet d'aller chercher des gens dans le passé, en général au moment de leur mort, et on les fait venir à notre époque. Et les millionnaires, milliardaires achètent les corps en question pour infuser leur conscience dedans, puis ils assurent une certaine immortalité à leur existence de cette façon-là. Le seul problème, c'est que ça anéantit la psyché, la conscience de la personne qui était déjà là, entre autres, M. Estevez. Mais tout ça, il va l'apprendre en cours de route. Là, au début, c'est très, très mystérieux. Et il est poursuivi par le meilleur chasseur de primes au monde, dont le nom s'appelle, j'oublie son nom, mais c'est Mick Jagger. Et notre pilote de course du passé, il est projeté vers le futur. Il va essayer de découvrir quel est le mystère. Il va renouer contact avec son ancien meilleur copain. Est-ce un traître? On se le demande. Il va aussi renouer contact avec sa copine qui travaille pour l'homme le plus riche au monde. Et puis, voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel est le secret du complot? Voilà, puis est-ce qu'il y a un lien entre le mystérieux patron de sa copine, joué par Anthony Hopkins? Est-ce qu'il y a un lien, peut-être, entre lui et cette tentative d'aller chercher le jeune Emilio Estevez dans le passé, etc., etc. Bref, toutes les questions, encore une fois, et bien d'autres encore. Comme toujours, une seule manière de le savoir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qui se passe pour vrai, c'est d'écouter le film Free Jack de 92. Bon, c'est pas bon, mais c'est cool. Puis, bon, je m'étais vraiment... Écoute, je me demande depuis
de nombreuses décennies. Je pense que ça doit faire 20 ans facile et que je me demande si je l'ai déjà écouté ce film-là. Je mélangeais un petit peu avec Runaway aussi. Le fait est que je l'ai finalement écouté hier. Je l'avais jamais vu. Et est-ce que c'est un aussi gros nanar que ce qu'on dit? Oui. Mais, ben, comme vous savez, c'est ça, en tout cas, certainement, moi, ma définition à moi de ce qui constitue un nanar, c'est la définition de nanarland.com et qui dit qu'un nanar, c'est un film raté sympathique. Puis Freejack, c'est exactement ça. Par surcroît, Freejack est un film à assez gros budget. Raté, sympathique. Puis ça, c'est beaucoup plus rare, en vérité. Il y a beaucoup de... Tu sais, dans la production italienne en particulier, il y a beaucoup de films cheapo, mal faits, mais hyper créatifs, hyper sympathiques. En Asie, il y en a quand même pas mal aussi. Mais dans la grosse production de l'anglosphère, c'est plus rare, en fait. Puis ici, c'est tout à fait ça. Fait que commençons donc. Quelles sont ces qualités nanardesques du film? Puis après ça, on fera un survol extrêmement rapide. Je le sais que je dis toujours ça. Je vais essayer de m'y tenir. Un survol extrêmement rapide de comment ce film, dénué, on pourrait presque dire dénué de toute prétention, en vérité, soulève la question de l'âme. Donc, OK, les qualités. Ben, l'affaire, c'est ça. C'est que toutes les qualités du film... je vais mettre l'accent sur les qualités parce que pourquoi c'est bon, c'est ça qu'on fait. Mais toutes les qualités du film, c'est en même temps les défauts du film parce que le film, fondamentalement, est presque tout ce qu'il fait est proche d'être bon. Puis, il y a bien des aspects du film qui sont... statistiquement, si on prend chaque minute du film puis qu'on fait le bilan à la fin dans notre fichier Excel, ben il y a bien des qualités, beaucoup d'aspects du film qui sont plutôt plutôt bons que pas bons, mais tout est contaminé par une sorte d'imperfection difficile à percevoir, difficile à identifier avec certitude. C'est probablement de l'ordre de la faute de goût en général. C'est souvent ça qu'on rencontre dans le film raté, en vérité. J'oserais même citer encore une fois La menace fantôme, les prequels de Lucas. Moi, je les aime bien, les prequels. Je les ai écoutés de nombreuses fois avec plaisir, mais on grince quand même des dents à certains passages. Puis c'est ça, c'est qu'il y a des fautes de goût, il y a des erreurs artistique en vérité. Puis c'est un peu ça qu'on a là-dedans. Fait que, commençons par le visuel, parce que ça va me permettre de parler du réalisateur, dont je disais Jeff Murphy, qui est un excellent réalisateur. Apparemment, il s'est fait virer, puis la production a été hyper chaotique. Puis quand on va voir sur l'IMDb, le trivia, comme on dit, il semble s'être passé non seulement des tonnes de trucs pas toujours hyper agréables pendant le tournage, des mésaventures de toutes sortes, mais assez pour que tout le monde cherche à blâmer tous les autres membres de la production. C'est le genre de film où est-ce que tout le monde jette le blâme de l'échec du film sur les autres personnes qui étaient impliquées. Donc, c'est la faute au réalisateur, c'est la faute aux nouveaux réalisateurs qui ont engagé clandestinement sans mettre son nom générique, c'est la faute au scénario, c'est la faute à tel acteur qui n'était pas bien choisi, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de ça dans les différents commentaires du film. L'affaire avec le visuel, c'est que tout le film est visuellement super cool. Certainement les couleurs, la direction photo, le design, il y a des genres de voitures rétro-futuristes qui sont quand même assez cool. Il y a des motos qui font très méga force, là, ce genre de truc Battletech, le genre de motos un peu comme ça. C'est plutôt cool. Puis les scènes d'action, il y a quand même pas mal plus de scènes d'action que ce à quoi je me serais attendu. D'assez longues séquences d'action, assez élaborées, elles sont, règle générale, assez bien réalisées, mais il y a tout le temps un mais. Puis je sais toujours pas c'est quoi.
Je sais toujours pas c'est quoi. Mais toutes les scènes d'action, j'ai regardé, puis j'étais là, il me semble, c'est cool, mais il y a quelque chose qui marche pas. Puis des fois, c'était le chapeau qui... C'est des affaires comme ça. Des fois, c'est le chapeau qui porte. Des fois, c'est un petit détail. La séquence avec la moto en particulier, il traverse une cuisine à un moment donné. On voit ça assez souvent dans les films d'action, parce qu'une partie de la poursuite se déroule dans une cuisine hyper occupée. Bon, puis en soi, c'est plutôt sympathique, mais tous les trucs mis ensemble dans cette séquence en particulier-là, il y a beaucoup de petits détails qui sont pas extrêmement efficaces. Apparemment, on a reproché à M. Murphy d'avoir trop mis l'accent sur les scènes d'action dans son film d'action, puis apparemment, ça serait pour ça qu'on l'aurait viré, parce qu'il travaillait pas assez avec les comédiens. Écoutez, je ne sais pas, j'étais pas là. Je sais que les comédiens qu'on a dans Quiet Earth sont super bons. En particulier notre personnage principal qui passe beaucoup de temps tout seul, puis dont la psyché se détériore essentiellement. Ben lui, il fait vraiment un très très bon boulot. Fait que, écoutez, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais le premier aspect du film, c'est que les passes d'action sont cool, mais il y a tout le temps un petit mais. Puis le visuel est cool, mais il y a aussi tout le temps un petit mais. C'est ça, les voitures rétro sont super cool, mais... Il y a juste... C'est ça. Puis bon, etc. Mais il faut quand même dire que ça. Les couleurs, les couleurs sont cool, les décors sont cool, les costumes sont... Il y en a qui marchent mieux que d'autres. Les costumes des flics sont corrects. Les costumes de Mick Jagger... Moins, bon, fait que vous voyez le concept général. Fait que ce qu'on a pour le visuel, on l'a aussi pour les acteurs. J'ai embarqué, je vais parler de ça maintenant. Ben, notre acteur principal, c'est Emilio Estevez. Moi, je l'aime entre bien et beaucoup, Emilio Estevez. Je pense que on le sous-estime. J'oserais même dire qu'on le sous-estime énormément. Puis, entre autres, parce que je suis un méga fan de Repo Man. J'en ai jamais parlé, je devrais en parler à un moment donné. Repo Man, le genre de film punk, de secoupe volante, théorie du complot, avec Emilio Estevez, puis Harry Dean Stanton, puis un paquet de monde comme ça, là, qui est hyper cool. Puis, il fait le personnage principal là-dedans, puis il est super bon. Puis, tu sais, même dans Maximum Overdrive, le film dans lequel il avait joué, ben, honnêtement, c'en est un aussi, un nanar, Maximum Overdrive, mais quand je l'avais écouté il y a un an ou deux, j'avais bien aimé ça, puis j'avais trouvé certainement que Estevez, dans un film un peu bidon, s'en sortait très bien, puis qui donnait le meilleur de lui-même, grosso modo. Fait que c'est à peu près ça qu'il fait là-dedans. Il est certainement sympathique, puis c'est le fun de le voir aller, mais je pense, comme tous les acteurs du film, je sais pas s'il est laissé à lui-même. Peut-être que c'est vrai que le réalisateur l'a pas assez entouré, je sais pas. Encore une fois, j'étais pas là. Mais il est inégal. Sa prestation est inégale. Règle générale, il est très bon, ou il est très sympathique, on va dire, puis il est très convaincant en règle générale, mais des fois, on voit peut-être qu'il force un petit peu le charme, il force un petit peu la rébellion, tous ces genres d'affaires-là. Puis, encore une fois, j'y en veux pas, mais ça indique que c'est la même affaire que les décors, puis la même affaire que les passes d'action. Il est bon, mais. Puis il y a toujours un mais. Anthony Hopkins, bon, le fait est qu'on le voit quasiment pas dans le film. Il apparaît... Je vous le dis tout de suite, je vais vous vendre à peu près toutes les punchs, là, ou vous les vendre à moitié. Je vais présumer que vous l'avez déjà vu. Sinon, vous manquez pas grand-chose, mais même s'il y a quand même une couple de pas pire revirements quand même, là, mais même là, en tout cas, j'anticipe, là, je parlerai de l'histoire à la fin, là, mais j'en reparlerai tantôt. En tout cas, en ce qui concerne Anthony Hopkins, on le voit quasiment pas, puis est-ce que c'est lui vraiment qui est le vrai méchant du film? Ben, le film nous soulève la question presque adroitement, mais si vous avez déjà vu un épisode de Scooby-Doo,
Ben, vous savez, règle générale, que quand la gang de Scooby puis Shaggy puis leurs copains arrivent dans la petite ville, là, puis qu'ils rencontrent l'hôtelier, n'est-ce pas, puis quand ils quittent la salle, on voit l'hôtelier faire souvent, il y a un lien entre lui et le fantôme hein, dans Scooby-Doo. Fait que, bon, Anthony Hopkins fait pas gnac, là, mais c'est pas forcément beaucoup plus subtil que ça, ne serait-ce que parce qu'il est sur l'affiche, là. OK? Tu sais, puis la première heure et quart du film, je dirais, il apparaît 2 scènes, les 2 fois c'est un appel conférence. Là, il est même pas dans la même pièce que René Rousseau, avec qui est-ce qu'il partage la scène en principe. Fait qu'en gros, on le voit 2 fois, essentiellement pour l'équivalent d'un appel téléphonique, puis après ça, il disparaît du film. Ben, c'est le gars qui a fait Hannibal Lecter, je pense qu'il est sorti Dracula aussi rendu là, c'est une méga star planétaire, ils l'ont pas engagé pour faire des appels conférences, là, OK? Ça se pourrait que le gars qui faisait le méchant dans Silence des agneaux, ça se pourrait, là, que ce soit le méchant du film. Bon, je dis ça, j'ai rien dit, là, mais ça se pourrait, OK? Fait que, puis, est-ce que lui est bon? Ben, c'est intéressant parce que il est aussi... Comment je dirais ça? Il est aussi bon que peut l'être un acteur de génie au sommet de son art qui met le moins d'efforts possible en attendant d'encaisser son chèque. OK, qui est là pour encaisser un chèque. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il est tellement bon, Anthony Hopkins, puis il est vraiment excellent, il est charmant, puis il est brillant, mais tu vois qu'il fait un peu de la peinture à numéro avec sa palette de tours, là, d'astuces d'acteurs, c'est juste que sa palette d'astuces d'acteurs est transcendante, là. Ça fait que, bon, fait qu'il est super bon, mais c'est ça, c'est pas le roi Lear. Là, okay? Si tu reconnais, si tu as vu plusieurs de ses films, tu vas reconnaître un peu les trucs qu'il utilise, mais il est brillant, il est génial. Ça fait que c'est ça, c'est pas déconcentrant, c'est juste que, encore une fois, tu peux voir qu'il est plutôt là pour encaisser un chèque. Apparemment, M. Hopkins a lui-même dit en entrevue que c'était un des pires films qu'il avait jamais fait. Terrible, c'est le mot qu'il a employé. C'est assez juste. Mais quand même, c'est plutôt cool. Puis une des qualités, c'est que lui, il est dedans, même s'il est juste là 10 minutes. René Rousseau, la copine de Emilio Estevez, elle est correcte. Tout ce que je peux... Elle est correcte. C'est ça. Elle est pas mauvaise, elle est pas bonne, elle est pas... C'est ça. Elle est correcte. Jonathan Banks, je le mentionne parce que je suis un énorme fan de Better Call Saul, puis dans lequel il était vraiment excellent. Breaking Bad aussi, il joue le même rôle. Là. Puis il fait un peu la même chose ici. Là. C'est il est très bon pour jouer des gens sur le spectre de la sociopathie. En gros, dans Better Call Saul, c'était pas le cas du tout, là, mais il faisait quand même le nettoyeur. Il faisait l'équivalent de Jean Reno dans l'univers de Breaking Bad. Là. Donc, fait que là-dedans, il est plutôt très bon, en fait. Puis encore une fois, je pense que lui aussi, il sort ses astuces d'acteur de sa palette de vieux tours, là. Puis même s'il est beaucoup plus jeune là-dedans. Puis il s'en sort très très bien. Honnêtement, de tous les acteurs du film, je pense que c'est lui qui s'en sort le mieux. Il y a d'autres visages connus que je nommerai pas tous. Là. Il y a des gens que vous allez reconnaître, à part ceux que je nomme ici. Sont tous à peu près comme ça. Des fois bons, plutôt général. En général, un peu moins bons. Amanda Plummer joue une bonne sœur, une nonne, plutôt rock'n'roll, là, qui est bonne en informatique, puis qui tire de 12 à pompe, là, puis qui dit des gros mots, puis qui fait pas du kung-fu, mais c'est juste. Puis Amanda Plummer, en général, moi, je la trouve toujours bonne. Puis là-dedans, elle est, encore une fois, pareil comme toutes les autres. Elle est cool parce que c'est elle, puis qu'elle trouve cool, puis son personnage est cool, mais c'est toujours un peu sur le bord d'être faux ou pas bon. Puis tous les acteurs à peu près là-dedans sont comme ça. Puis ça m'amène à Mick Jagger, le dernier de nos acteurs. Est-ce qu'il est pas bon? Ben, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est vraiment mauvais là-dedans. Puis il y a beaucoup de gens, j'ai même vu des gens dire que c'était carrément un mauvais acteur puis qu'il était incapable de bien jouer. Puis ça, je pense que c'est injuste pour vrai parce que il joue dans Performance, hein, de 1970 à peu près. Là. Je crois que c'est Nicolas Roeg qui a réalisé ça. Performance, un des grands films surréalistico...
poético-sombre des années 70. Là, c'est un tueur à gages qui se réfugie chez une rockstar jouée par Mick Jagger et les deux développent une sorte d'étrange relation de fascination symbiotique l'un pour l'autre. Puis c'est généralement considéré comme un chef-d'œuvre, performance, puis il est très très bon là-dedans. Puis ce qui est intéressant dans Performance, c'est qu'il a basé sa prestation sur Brian Jones, en fait. C'est hyper intéressant quand on commence à regarder ça. Mais c'est pour dire que même si dans Performance, on voit que c'est pas un acteur professionnel, le fait est qu'il y a quand même beaucoup de charisme, puis quand il est capable d'être lui-même sans trop réfléchir à ce qu'il fait dans une scène, le fait est qu'il y a des moments, des petits moments, mais ils sont là, puis ils sont nombreux, où Mick Jagger, dans Free Jack, est super bon, en fait. Il est vraiment excellent. Il y a une scène où est-ce qu'il fait passer un test à un de ses hommes de main, puis ça, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Là, je ne la décrirai pas toute, mais il y a des scènes qui sont super le fun. C'est juste que quand on lui fait dire ses répliques de méchant de James Bond, ça aussi, il y en a pas mal, ça marche moins. Puis, règle générale, c'est ça, quand il essaie de jouer, il est pas bon. T'sais, quand il essaie de faire des faces ou de faire des... Là, ça marche pas du tout. Il est pas très bon. Puis, mais est-ce qu'il est moins bon que Gene Simmons dans Runaway? Non, il est meilleur. Là. Il est meilleur que Gene Simmons dans Runaway. C'est ça. Puis quand tu mets une rockstar comme ça dans ton film, règle générale, c'est pour avoir quelqu'un de charismatique qui n'est pas un acteur professionnel, puis que tu le sais. Là. Bon. Puis de deux choses l'une, soit c'est David Bowie et c'est un génie transcendant puis il est super bon. OK, ça c'est la catégorie A, David Bowie. Puis la catégorie B, c'est tout le monde à part David Bowie, ça donne quelqu'un comme Gene Simmons ou Mick Jagger. Puis Mick Jagger s'en sort mieux que Gene Simmons. Quoi qu'encore une fois, il faut dire que beaucoup de ces séquences sont pas super efficaces. Là. Puis il joue un peu faux, puis il joue un peu gros. Mais j'ai trouvé qu'on va dire, si on est réaliste, là, il y a peut-être un 30-35%. Le vrai chiffre, c'est à peu près ça. 30-35% la prestation de Mick Jagger qui est bonne, là, mais le fait est qu'elle l'est. Il y a des trucs que j'ai trouvé super bons, à peu près ça, 30-35%. Puis il joue dans le film, puis c'est cool. C'est un peu dommage parce que le personnage de Mick Jagger, sur papier, il est hyper intéressant. Il y a vraiment quelque chose d'intriguant chez ce personnage-là parce que c'est un gars hyper professionnel. C'est supposé être le meilleur chasseur de primes au monde, puis c'est ça qui a été écrit en gros. Puis il est là pour... Il y a pas exactement... Il y a une sorte de code d'honneur, essentiellement. Il prend son boulot au sérieux, puis tous ces genres d'aspects-là sont présents, on les voit, puis... Il y a pas mal de trucs que le film fait avec ça. Il va quand même assez loin dans cette direction-là. Puis, encore une fois, dans l'exécution, ça marche pas tant que ça. C'est parce que les dialogues sont généralement pas bons. Puis, encore une fois, ils sont pas bons, mais ils sont sur le bord. Là. Ils sont sur la frontière d'être pas bons, puis ils tombent plus souvent qu'autrement du côté de je pense que c'est plutôt pas terrible, là. Encore une fois, ça fait grincer des dents. Mais puis ça, les dialogues pas bons, ça nuit considérablement au film. Mais c'est pas tout le long non plus. C'est inégal. Puis ça fait qu'au final, le personnage de Jagger marche pas aussi bien qu'il aurait pu marcher. Mais on voit que l'idée était là. Puis c'est un peu la même chose pour toute l'intrigue. Là. Je sais pas, je pense que j'ai commencé à le dire, mais j'ai pas terminé mon idée tantôt parce que je voulais la garder pour maintenant. Le premier 20 minutes du film est super bon. Le mystère de... OK, parce qu'on voit les deux époques temporelles en même temps, les années 80 et le lointain futur de 2009.
Puis on voit Mick Jagger avec sa technologie bizarre, puis sa genre d'armée privée, puis OK, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, etc., etc. Moi, en vérité, je pensais que Free Jack, c'était une histoire de réalité virtuelle, ce genre de truc-là, un peu à la Matrice, ou je m'attendais à ce genre d'histoire-là. Puis finalement, c'est plus proche de quelque chose comme Millennium, par exemple, dont on a aussi déjà parlé sur la chaîne. Le principe d'aller kidnapper quelqu'un juste au moment de sa mort, essentiellement, pour prolonger la vie de quelqu'un. Ça, c'est très Millennium, même si le traitement est différent. Bref, c'est ça qu'on a là-dedans. Puis le premier 20 minutes, c'est vraiment hyper cool. On voit aussi ce qui semble clairement être différentes factions armées rendues à notre époque qui se tirent dessus. Donc, il y a l'idée d'une guerre invisible, peut-être, ou de différents complots qui se tirent, tu sais, différentes factions d'un complot qui se tirent dessus. Ce genre d'affaires-là, c'est hyper intéressant. Bon, la nature exacte du futur dans lequel vers lequel est propulsé Emilio Estevez, au début, on ne sait pas trop, puis ça marche plutôt bien. Quand il commence à expliquer les trucs, c'est là où est-ce que ça blesse un peu, là, le bas blesse un peu, c'est moins efficace. Mais sincèrement, le premier 20 minutes marche vraiment très, très fort, puis ça, je dois le dire, là, OK? Puis au début, le scénario est très bon, en fait. Je dirais peut-être même jusqu'à la première demi-heure. Là. Mais encore une fois, éventuellement, les faiblesses, les fautes de goût, puis les rebondissements inégaux, parfois pas terribles, combinés au jeu des acteurs inégaux, combinés aux répliques extrêmement inégales, combinés aux éléments de design puis de costume qui sont parfois très bons, mais aussi extrêmement inégaux. C'est ça, tout ça mis ensemble fait que, si tous les éléments de ton film sont inégaux, même si tout est plutôt bon que pas bon, l'accumulation de trucs inégaux fait que ça bascule à un moment donné dans la nanardise, puis c'est ça qui se passe ici. C'est ça qui s'est passé, mais ça donne quand même un film hyper sympathique parce qu'il y a tellement d'éléments cool puis d'acteurs qu'on est content de voir, même s'ils sont pas bons. La nonne dont j'ai parlé, Amanda Plummer, ça marche pas en vérité dans le film. Puis maintenant, la nonne qui fait du kung-fu, c'est pratiquement, c'est pas un cliché, mais c'est pas loin. On est rendu au stade que c'est un lieu commun, là. Mais c'est quand même tout le temps cool, puis c'est cool là-dedans, puis l'idée est bonne, c'est juste que l'exécution est inégale comme tout le reste. Puis ça donne un film à gros budget qui est clairement pas bon, mais qui est sympathique. Nanar. Fait que je suis content de l'avoir écouté. Je pense que c'est un bon moment à passer. Mais qu'est-ce qu'il y en est de cette fameuse question de l'âme? Je vais juste survoler la question parce que ce qui est intéressant ici, c'est comment le film présuppose quelque chose. Puis c'est ça le sujet, en fait, parce que vous m'entendez souvent parler des trames narratives. Hein. Puis ce que je veux dire quand je parle d'une trame narrative dans un film, ce dont je veux parler, c'est une trame narrative idéologique. Puis ce que je veux dire par là, c'est c'est la structure implicite du récit qui nous est raconté, qui véhicule des idées sans qu'on s'en rende compte. Okay? Puis c'est pas toujours forcément malicieux ou mal intentionné, mais ça a toujours un effet pervers parce que ça nous fait prendre pour acquis et accepter des présuppositions que si on prenait le temps d'y réfléchir, peut-être qu'on voudrait pas accepter, peut-être qu'on trouverait qu'ils n'ont pas d'allure. Puis c'est ça qu'on voit dans le film ici. C'est intéressant parce que ça prend la forme de ce que les anglo-saxons appellent mind transfer. Ce que les anglo-saxons appellent mind ici. Et c'est exactement ce que dans l'Antiquité, puis aller jusqu'à extrêmement récemment, on appelait l'âme. Déjà en partant, le concept de mind, il n'y a pas de traduction française précise pour ça. Si vous entrez ça dans Google Translate, je pense qu'il vous donne esprit comme premier résultat. Puis c'est un genre, puis l'idée avec mind, c'est que c'est un mélange de psyché, puis d'esprit, puis de personnalité, mais c'est aussi associé au cerveau, en fait, à la faculté de penser. Fait que c'est toutes ces idées-là. Donc, le concept de mind, ce que le mot véhicule, okay, c'est à la fois la personnalité de la personne, la psyché de la personne, ce qu'on conçoit en général comme étant
la personne elle-même, l'essence de la personne, prendre le terme classique, tout ça associé au cerveau de la personne, mind. Okay? Donc, mind over matter, c'est le mental est plus fort que la matière, grosso modo. C'est la pensée, la volonté, tous ces trucs-là. Okay? Mais c'est pas certainement pas quelque chose qui est d'une nature, par exemple, spirituelle. Le concept de mind transplant est un lieu commun de la science-fiction anglo-saxonne. On a ça dans le Doctor Who des années 70, par exemple, dans Brain of Morbius. Là, quand tu vois un super-héros qui se fait changer son cerveau pour le cerveau de Lex Luthor ou que sais-je encore, là, de Brainiac ou un tel comme ça, ben, ce qui est transféré, c'est ce que les anglo-saxons appellent le mind, essentiellement. Puis qui est conçu à la fois comme ta personnalité, puis l'essence de qui est-ce que t'es, mais avec l'idée implicite que ça émane ou ça participe de ton cerveau, okay? de ton mental. Bon. Fait que dans l'Antiquité, okay, l'équivalent de ça, c'était pas du tout une activité mentale, en fait. C'est l'âme. Donc, le traité de l'âme d'Aristote, l'âme dont parle Platon dans le Phédon, par exemple. Puis, dès le début, dans l'Antiquité, la question de l'âme, la question que les gens se posent, c'est, OK, clairement, les êtres humains, puis les animaux, puis toutes ces créatures-là, bon, sont dotés d'une forme de mouvement, OK, puis ils sont plus ou moins conscients d'être quelque chose d'individuel, plus ou moins, c'est ça. Donc, les gens se disent, OK, bon, ben cette affaire-là qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, OK, on ne sait pas trop c'est quoi, mais on est tous d'accord qu'on a quelque chose qui ressemble à ça, quelque chose qui fait que je vous parle présentement, puis que je me conçois à peu près comme une entité autonome, n'est-ce pas? Nous, on est habitués de penser à ce concept-là à partir de la tradition religieuse des 1500 dernières années. Parce que la religion a eu tellement d'effets délétères sur la société, puis continue d'en avoir à beaucoup de points de vue, il s'est établi sur cette question-là une trame narrative invisible, une manière de structurer la conversation qui détermine la manière dont on en parle. Okay. Puis, grosso modo, la manière dont nous, on a tendance par défaut à en parler dans les pays francophones, certainement, c'est soit l'âme existe, soit elle n'existe pas. Puis si elle existe, elle participe du phénomène religieux, spirituel, les églises, etc. Puis les gens qui vont défendre le concept d'âme, ils vont la défendre en général dans cette tradition-là, okay, dans cette perspective-là, avec l'idée forcément que l'homme est immortel. Puis les gens qui sont opposés à ça, donc dans cette trame narrative-là, le camp A des religieux est opposé au camp B des anti-religieux, des matérialistes athées, de ce genre de gens-là. Okay? Ben, eux vont mettre de l'avant la doctrine que l'âme n'existe pas, okay? Que c'est une lubie métaphysique et une fable pour, pour primitifs attardés, superstitieux, etc., etc., etc. Mais c'est une manière très réductrice, ultimement, de poser la question. Okay? Parce que le fait est que... okay. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est qui il est réellement comme individu? Okay. Puis qu'est-ce qui fait que votre animal de compagnie préféré là, a des propriétés qui lui sont propres à il ou elle? Puis, est-ce que, tu sais, à quel point est-ce qu'on est certain, par exemple, qu'il est absurde de poser la question de est-ce que la même chose s'applique à une plante, par exemple, ou s'applique pas? Bien, toutes ces questions-là, pour nous apparaissent comme étant grotesques et absurdes ou pas dignes d'intérêt ou peu importe, mais parce que on se les pose en fonction de cette trame narrative-là, opposition entre la religion puis la non-religion, entre, par exemple, la science et la superstition, ce genre de trucs-là. On ne peut pas trouver avec un microscope où est le siège de l'âme, donc ça veut dire qu'on ne peut pas la prouver scientifiquement, donc ça n'existe pas. Un peu le genre d'idée. Bon. Idée qu'on a chez le Marquis de Sade, idée qu'on a chez Freud, par exemple, c'est un peu les genres d'idées comme ça. Là. Il y a quelque chose dans cette compréhension-là, une compréhension, encore une fois, matérialiste, athée en général. L'idée, c'est qu'il y a un phénomène biologique qui fait qu'on est conscient, puis on a une personnalité, mais on pourrait en avoir une autre, ça ne change pas grand-chose. Mais tout ça, c'est un accident de la nature ou un phénomène biologique, et on meurt, et c'est fini. Bon. Puis, quand on va voir
dans l'Antiquité, on va voir qu'en fait, c'est loin d'être aussi simple que ça, la question se pose comme ça, que, je ne ferai pas toute l'histoire ici, mais la conception religieuse catholique, par exemple, et que les musulmans aussi ont beaucoup récupéré, au moins à certaines époques, là, okay? Ben, la conception religieuse de l'âme, okay? Puis de l'âme immortelle qui est potentiellement punie ou qui va aller en enfer ou au contraire récompensée, puis qui va aller sur un nuage, puis tout ça, bon. Ben, toutes ces idées-là, c'est des idées en bonne partie, pour l'essentiel, la vérité, qui viennent des Grecs puis de l'Antiquité. Okay? C'est des déformations puis des perpétuations de conversations puis d'interrogations qui remontent à Platon, à Aristote, comme on parlait tantôt, puis qui ont des répercussions au fil des siècles, avec des gens comme il s'appelle, Plotin avec les Ennéades. Puis tout le monde ajoute plus ou moins sa contribution à la polémique, là, finalement. Le traité de l'homme, quand on va le lire, ce qui est vraiment fascinant, c'est que le point de vue d'Aristote sur l'âme, grosso modo, de ce que moi j'en ai compris en tout cas, c'est que c'est un processus biologique, en gros, que c'est provoqué par le fait qu'il y a un animal ou une plante, parce que lui inclut les plantes là-dedans. Dans certains de ses écrits de jeunesse qu'on peut lire dans les fragments, il mettait de l'avant la position que l'âme était immortelle, qui était la position de Platon, en gros, dans le Phédon. Il y a une certaine polémique quant à savoir si Aristote croyait à la même chose quand il s'est rendu au stade du traité de l'âme, qui est écrit plutôt vers la fin de sa vie. Mon impression, c'est qu'il est plutôt du genre à croire que l'âme est immortelle, mais ça, la question se pose. Okay? Mais ce qui est intéressant, c'est que, je pose la question pour vous dire qu'il y a d'autres manières de poser la question que ça. Okay? Puis que le cadre de la question qu'on pose, comment est-ce qu'on pose la question, a une incidence déterminante sur le type d'hypothèse, si vous voulez, qu'on peut mettre de l'avant, puis que c'est pas innocent, puis que c'est important, finalement, de voir le cadre qu'on choisit pour poser une question. C'est l'esprit de mon propos, c'est pour ça que je fais mon petit laïus là, ici, présentement. Ben, c'est ça. Dans le cas du traité de l'âme d'Aristote, le point de vue de l'âme, c'est cette partie d'un être vivant qui fait qu'il est capable de mouvement. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, encore une fois dans le cadre de la perspective de ce que Aristote met de l'avant, c'est que dans la physique d'Aristote, le principe, c'est que l'univers est en mouvement, puis il se pose assez longuement la question de est-ce qu'il faut qu'il y ait un facteur qui ait provoqué ce mouvement-là, ou le mouvement a-t-il toujours été là? Donc, est-ce que le mouvement est éternel ou est-ce qu'il a été provoqué? Puis s'il a été provoqué, est-ce que c'est par plusieurs choses ou par une seule chose? Puis ça, c'est le genre de question qu'Aristote va se poser. Puis il en vient à la conclusion qu'il y a une affaire, effectivement, qui a initié le mouvement dans le cosmos et que cette entité-là elle-même n'était à l'origine pas en mouvement, et cette entité-là, le primum mobile, donc le premier moteur, essentiellement participe de la divinité et dans le même ensemble des entités qu'on serait susceptible de considérer comme étant Dieu. On va dire ça comme ça. Okay. Donc, en gros, Dieu a mis l'univers en mouvement. Puis là, c'est intéressant parce que si notre âme est le mouvement, okay, ben, d'où vient ce mouvement-là initial? Okay. Ben, il vient du Dieu initial qui a créé le mouvement dans l'univers. Okay? Puis notre mouvement découle de ce mouvement-là. Ça fait que quand tu poses la question dans ces termes-là, puis tu te poses la question, est-ce que mon âme est immortelle ou pas? Ben, ça ouvre un paquet d'avenues à tes questions qui sont pas si simples que ça à résoudre, puis qui seraient pas ouvertes si tu posais la question en d'autres termes, grosso modo. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Puis, ce qui arrive, c'est ça, c'est que Aristote a énormément d'influence, comme je mentionnais, chez des gens comme Thomas d'Aquin, puis bon, etc., puis les musulmans là, entre 5e et 10e siècle, à peu près ce genre d'époque-là. Puis de fil en aiguille, puis de déformation de mythes païens, X, Y, Z, puis de querelles théologiques basées sur, Aristote, mais aussi Plotin, puis Platon, etc., etc. Ben, on en vient à la compréhension moderne qu'on a, mais qui est un ramassis d'idées à moitié digérées, en vérité.
de doctrine raboutée à gauche puis à droite. Okay? Puis qui fait que quand on rejette tout de go le concept, par exemple, d'âme ou d'immortalité, ce qu'on rejette, il est légitime de rejeter l'appareil idéologique, mais ça élimine pas la question fondamentale, à savoir, en l'occurrence ici, qu'est-ce qui fait qu'on est animé de quelque chose? Qu'est-ce que c'est notre conscience? Okay? Qu'est-ce que c'est la psyché? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression d'être un individu ou pas? Puis il y a beaucoup de gens qui mettent de l'avant des hypothèses avec un degré de certitude... s'il faut les en croire, inébranlable et total et absolu et scientifique, là, mais c'est... Non. On l'a juste pas. On l'a juste pas. On a des hypothèses plus ou moins crédibles selon différentes grilles d'analyse, peut-être, mais c'est ça. Puis je finis en disant que, voilà, quand on pose la question comme ça, on peut constater, par exemple, que tu as l'opposition entre Freud et Jung. Bon, mais qu'est-ce qu'on reproche à Jung? Ça ressemble à de la religion. Puis ça ressemble à de la religion parce qu'il emploie un langage mystique, puis parce qu'il parle d'une sorte d'âme collective, puis aussi d'une sorte d'âme individuelle, puis d'un paquet de trucs comme ça. Puis un paquet de trucs comme ça dont dans certains cas, honnêtement, on peut valider par l'expérience que ça correspond à quelque chose de vrai. Okay. Mais bon, c'est un sujet pour un autre jour. Mais c'est pour dire que, donc c'est ça, il y a une opposition dans le discours entre la psyché selon Freud, qui est la version athée, puis la psyché selon Jung, qui est une version pas religieuse, mais qui met de l'avant quelque chose comme une idée d'immortalité de l'âme. Puis, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il est plus utile de se poser ces questions-là si on est au moins conscient du cadre de référence qu'on utilise pour se poser les questions. C'est à peu près ça que j'essaie de dire aujourd'hui. Puis, comme on voit dans le film de Friedrich, souvent, c'est d'autant plus important que Friedrich ne se présente pas ouvertement comme une discussion sur la nature de l'âme. Okay? Ça se présente comme un film boboche, ce que c'est, mais le fait est que le film repose sur toute une série de lieux communs, donc de traditions intellectuelles qui ont tellement été répétées, qui ont acquis une sorte de valeur de vérité, okay, donc des lieux communs, une certaine autorité intellectuelle, okay, pour cette raison-là, puis du coup qui sont tellement répandus que ça ne nous apparaît pas comme étant un récit ou un lieu commun, mais il y a juste quelque chose qui a naturellement la saveur de la vérité, puis qu'on n'interroge pas. Puis c'est d'autant plus pernicieux que ici, parce que c'est présenté sous le vocable de mind, qui est le vocable le plus probablement le plus fréquent à l'époque moderne dans le monde anglo-saxon pour désigner cette partie de la psyché, c'est ça, ce vocable-là oriente la manière de poser la question de, entre guillemets, l'âme, mais qui est en vérité la nature de qui on est comme entité consciente, là, grosso modo, c'est ça. Là, ça te donne déjà la réponse. C'est-à-dire, t'es un cerveau, puis une entité biologique. Puis, est-ce qu'on est certain que c'est rien que ça ou que c'est surtout ça? Bon. Fait que voilà. Fait que dans le cas de Friedrich, la question de l'âme qui est implicite, c'est que il existe quelque chose comme l'âme, et cette chose-là n'est pas immortelle, et elle est de nature biologique parce qu'elle découle de l'organe qui est le cerveau, mais même si elle est biologique et qu'elle n'est pas immortelle, qu'elle est donc mortelle, on peut toutefois assurer l'immortalité de l'âme si on trouve un nouveau corps pour l'accueillir. Puis ça, c'est vraiment un thème hyper fréquent dans la science-fiction. Puis c'est même le thème qu'on retrouve, il y a des échos de ça dans Frankenstein, quoique là, ça serait une autre conversation hyper intéressante, mais quand on y pense, même toutes les questions sur l'intelligence artificielle, en vérité,
obéissent encore à cette même logique-là. Mais ça aussi, on en reparlera une autre jour. Ce qui est certain, c'est que c'est à peu près ça le principe général pour les idées implicites de l'homme là-dedans. Ça témoigne d'une tradition théologique et religieuse, etc., qui n'est pas illégitime, mais qui est certainement pas vrai en soi, puis qui mérite certainement qu'on s'y interroge. Mais en ce qui concerne les qualités du film, ben c'est ça, c'est un honneur. Mais c'est un honneur. Assez le fun, d'autant plus que c'est un assez gros budget qu'on voit déployé à l'écran finalement. Puis c'est maladroit, mais sympathique, puis agréable à regarder. Puis il y a des cascades qui marchent pas super gros, mais quand même pas pire. Puis les acteurs sont à peu près tous pas tous super bons, mais on est tous contents de les voir. Ça fait que c'est ça l'idée. C'est un honneur, vous savez c'est quoi. Lui, il est le fun. Je me suis bien amusé en le regardant. Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, vie longue et prospère. À très bientôt. La vie est belle.